Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'ai interviewé une légende du kayak en la personne de Claude Bénézy. Figure emblématique du milieu du kayak de par ses apports, il a été 3 fois champion du monde de descente, mais aussi entraîneur national, avant de se tourner sur le marathon. Qui est-il et surtout quel est son parcours? Quels sont les secrets de Claude afin d'expliquer sa longévité exceptionnelle à haut niveau? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Claude et ses secrets. Salut Claude, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, très bien. Bon, pour la petite histoire, c'est la deuxième fois qu'on enregistre, puisqu'il y avait un petit bug, donc je vais répéter ce que j'ai dit. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui, en tant que légende pour moi du kayak. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, sur ce que tu faisais, ce que tu as fait, ce que tu faisais aujourd'hui, sachant que tu fuses encore pas mal sur l'eau, à en juger par la séance qu'on a fait hier et à mon avis par celle qu'on va faire tout à l'heure. Donc, comment as-tu commencé le kayak? Alors, j'ai commencé le kayak un peu bizarrement par rapport à ce qu'on a la coutume de rencontrer au niveau des débuts en kayak. J'ai débuté le kayak assez tardivement, donc j'avais 19 ans. Et mon entraîneur de l'époque, qui m'a formé, était garde-chasse. Et donc mes premiers déplacements que j'ai faits en kayak, c'était pour aller voir des oiseaux, pour aller voir des traces de sangliers, pour aller voir des panières de pontes de canards, voilà, sur l'Allier. Et c'était un mode de déplacement pour découvrir faune flore du côté de Moulins, en amont de Moulins, voilà. C'était un peu spécial. Et auparavant, tu avais fait d'autres activités sportives? Oui, alors auparavant, j'avais fait du football au début. J'étais un passionné de football. J'avais même fait les sélections pour entrer à l'INF, l'Institut national du football à Vichy. Ah ouais, donc tu jouais bien? Oui, je jouais. J'avais fait des essais pour jouer à Moulins. Voilà, j'étais un passionné de foot depuis tout jeune. Et puis, j'étais pas très satisfait donc d'une activité de sport d'équipe, sport collectif, et je m'étais mis à faire du judo. Voilà, donc. Judo, t'as été jusqu'où? J'ai été jusqu'au passage de la ceinture noire. Donc dès la ceinture noire? J'ai pas la ceinture noire parce que le jour de la ceinture noire, mon carnet était mal rempli, donc on m'a renvoyé on m'a renvoyé dans mon club en me disant que de bien remplir mon carnet, mon passeport judo, et puis j'avais été jusqu'à faire le kata de la ceinture noire, voilà. Et je crois que tu faisais aussi pas mal d'activités multisports autour, ou tu... Je faisais beaucoup de sports d'endurance. Je faisais beaucoup de vélo, assez naturellement, parce que ça c'est toujours été une activité que j'ai pratiquée. Et puis, comme j'ai grandi à côté d'une petite station de montagne dans la montagne bourbonnaise, je faisais du ski. Je faisais du ski de fond. Tu faisais du ski de fond dès le début alors? Depuis, oui, j'ai connu les premiers skis de fond. Qui glissaient pas du tout? Si, ça glissait, mais c'était les prémices des skis de fond en matière composite. Voilà, donc mes premiers étaient même déjà étaient en bois. Et puis je suis passé de suite à une pratique avec des skis tels qu'on les connaît maintenant, quoi. Est-ce que quand tu as commencé le kayak en tant que garde-pêche assistant, tu avais l'objectif de faire des compétitions? Disons que cet entraîneur avait fait les premiers championnats du monde de slalom en 49 à Genève et les premiers championnats du monde de descente en 59 sur la Vézère. Et donc lui, il avait une expérience dans le domaine de la descente, et j'ai été dans le bain de suite, quoi. Mais t'as commencé directement en méthode de descente? J'ai commencé si, j'ai fait un peu de slalom, j'ai fait un championnat de France en slalom. Ah, quand même. Oui, dès mes débuts, j'avais fait donc mes premiers championnats, c'était en junior première année, voilà, donc junior deuxième année, et en senior première année, j'étais champion de France en descente à Bourg-Saint-Maurice.
À Bourg-Saint-Maurice en plus. Oui, sur l'Isère, oui. J'ai été voir les championnats de France de slalom la semaine dernière et j'ai vu donc là où c'était. Ça bouge, hein. Ah bah oui, c'est une super rivière. C'est une rivière que je connais très bien. Voilà, tous les parcours de l'Isère, je les connais parfaitement. Je m'en souviens. J'ai une mémorisation d'ailleurs de cette rivière qui est assez forte parce que j'ai descendu énormément. T'avais pas d'appréhension quand tu voyais ce genre de rivière, vu que un an après tes débuts t'étais champion de France, t'avais pas d'appréhension de te dire ça bouge à fond Non, parce que en fait en descente on n'a pas, enfin quand on maîtrise l'embarcation, quand on maîtrise son bateau, on n'a pas d'appréhension. Au contraire, on recherche la trajectoire la plus rapide, on recherche vraiment la perfection au niveau de son parcours, et on n'a pas d'appréhension, et même on doit prendre des risques pour tendre des trajectoires, pour trouver la passe qui va bien pour ne pas perdre de temps, surtout sur l'Isère. Voilà. Après, sur des rivières un peu différentes, type Massif Central, c'est une question de mémorisation et d'arriver à bien mémoriser chacun des passages pour pouvoir aller très vite. Qui c'est qui décide des parcours entre guillemets sur quel endroit par exemple va se dérouler à Bourg-Saint-Maurice la compétition? Bah ça, après, bon, au niveau du calendrier, il y a des sites, voilà, qui se proposent d'organiser les championnats. Après, bon, ça tourne un petit peu, mais c'est vrai que bon, à mes débuts, on avait un gros circuit de descente qui était assez traditionnel. On commençait sur l'Eyrieux, du côté de l'Ardèche. Après, on allait sur l'Allier supérieur, donc c'est les débuts de l'Allier en Haute-Loire. Après, on allait sur la Dordogne, on allait sur des rivières qui sont mythiques, sur la Vézère. Donc on avait un gros circuit chaque année qui nous amenait jusqu'au championnat de France, et je dirais ça montait en charge graduellement dans l'année, et on finissait par le summum. C'était soit l'Isère à Bourg-Saint-Maurice, soit les Drances à Thonon-les-Bains, soit à Lubaï. Voilà, on allait crescendo dans la saison. Bon, maintenant on a quand même des saisons où les rivières proposées sont peut-être un petit peu plus d'un niveau un peu plus faible. Est-ce que c'était une surprise pour toi d'être champion de France au bout d'une année? Bah, disons que moi je ne savais pas du tout quel était mon niveau. Je sais que ma première rivière pour me sélectionner au championnat de France, mon entraîneur de l'époque, donc le garde-chasse, il m'avait dit, bon, c'est pas la peine d'aller faire 50 rivières pour te sélectionner, on va en faire une. On va aller sur l'Allier supérieur, on va y rester 4 jours, et au bout de 4 jours, t'auras le parcours parfait sur 4 jours. Et effectivement, au bout de 4 jours, et j'ai gagné la sélection ce jour-là. Donc j'ai vu que bon, j'avais quand même des prédispositions. Et puis bon, bah sur toutes les rivières qui étaient plutôt du type Massif Central, hein, on appelle type Massif Central, c'est des successions de ruptures de pente. Il y avait une chute ou une grosse rupture de pente avec une partie beaucoup plus facile, beaucoup plus plate. Donc on a quand même pas mal de rivières de ce type-là en France, et j'ai toujours plus réussi dans ma carrière, beaucoup plus réussi sur des rivières de ce type que sur des rivières de type alpestre. Pour performer sur une rivière, en fait, il y allait plusieurs jours avant pour apprendre la rivière. Oui. En fait. Alors avant, on était assez forcés, contraints d'aller sur les rivières qui étaient difficiles, parce qu'il fallait apprendre son parcours. Bon, maintenant, les gens, bon, ils vont sur la compétition et ils font un repérage et hop, ils courent. Alors que nous, on passait beaucoup de temps en repérage. Moi, j'ai fait plein de stages sur l'Eyrieux pour avoir une connaissance de la rivière par tous les débits, pour être performant, quoi. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui ils font plus qu'un seul passage ou? Bah parce que maintenant l'entraînement il est plus je
dirais global, c'est-à-dire qu'il y a un gros entraînement. La base de l'entraînement, c'est déjà sur le calme. Et puis après, bon, on va sur les rivières de compétition. Mais avant, on allait beaucoup sur les rivières pour être performant. L'entraînement, c'était de toute façon de la rivière. Tu faisais que de la rivière pour t'entraîner. Effectivement, la génération qui était avant moi, ils faisaient essentiellement l'entraînement. La base de l'entraînement, c'était d'aller sur les rivières. Et moi, j'ai introduit, je suis un peu dans une génération intermédiaire. On a introduit avec plusieurs autres personnes de ma génération, on a introduit un gros travail de préparation physique, donc un gros travail sur eau plate déjà, et puis en introduisant le travail de musculation, de footing, etc., de ski de fond l'hiver, etc. Voilà. J'ai l'impression, en ayant lu le bouquin Danger Zone, que t'es un peu le précurseur de l'augmentation de la fréquence d'entraînement, du volume d'entraînement. Il est dit donc que tu t'entraînais 3 fois par jour. Oui, j'ai pas tout seul. J'avais mon ami Gilles Zoc, donc avec lequel j'ai fait quasi totalité de ma carrière en même temps que lui, et on a eu un parcours professionnel qui était un peu identique. C'est vrai qu'on a introduit, on a structuré l'entraînement pour pouvoir performer au plus haut niveau. Alors que la génération qui était avant moi, allait sur les rivières, descendait les rivières, mais faisait pas une préparation physique aussi poussée pour performer, quoi. À l'époque, quand tu t'entraînais autant, qu'est-ce que tu faisais comme travail ? C'est-à-dire comme travail. T'étais déjà sportif de haut niveau à ce moment-là ? Bon, moi, après, en 75, donc j'ai eu mon premier titre de champion de France. De suite après, j'ai été incorporé au bataillon de Joinville. Et puis après, les choses se sont enchaînées et j'ai pu bénéficier d'un contrat d'insertion professionnelle où j'ai pu me reconvertir dans le sport. C'est-à-dire que j'ai laissé mon travail à l'usine que j'avais et puis j'ai été à l'INSEP avec mon ami Gilles Zoc. On a quitté nos emplois. Lui il était peintre et moi j'étais mécanicien et on est monté à l'INSEP pour se reconvertir et faire du sport de haut niveau. Et donc de là, les choses se sont enchaînées et on a pu progresser énormément grâce à un entraînement qui était beaucoup plus poussé que ce qu'on pouvait faire quand on travaillait, quoi. Bon, avant toi et Gilles, est-ce que la tendance était juste de s'entraîner une fois par jour ou voire même pas tous les jours ? Oui, même pas tous les jours. Les gens s'entraînaient surtout le week-end. Enfin, ceux qui pouvaient s'entraîner tous les jours, ils étaient quand même pas très nombreux. Et c'est vrai que de s'entraîner 2 fois par jour ou 3 fois par jour, ça apportait de la performance quand même. Est-ce que quand tu es devenu champion de France, tu avais des ambitions d'être champion d'Europe ou champion du monde ? Non, les progrès font que on est dans un environnement où on se voit progresser petit à petit. Et donc à l'époque, ma référence, moi, c'était un sportif belge qui s'appelle Jean-Pierre Burny, qui a été 5 fois champion du monde, qui a fait aussi les Jeux Olympiques en course en ligne. Et à mes débuts, il y avait des gros écarts. Et puis cet écart, progressivement, il s'est réduit jusqu'au moment où j'ai vu que je pouvais très bien le battre, quoi. Est-ce que c'était comme ton idole quand tu étais au début de la descente ? Mes débuts, c'était mon idole, ouais. À mes débuts, j'aurais des anecdotes à donner du pourquoi c'est devenu un ami, mais et on se téléphone pratiquement toutes les semaines, et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités et qui m'a énormément apporté. Et donc il arrive un moment où tu as battu ton idole alors ? Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. C'était en quelle année ? C'était en 81. Ton premier titre de champion du monde donc ? Voilà, oui, progressivement, 79, donc c'est lui qui avait gagné. Moi j'étais deuxième au championnat du monde à Debian au Canada.
Et puis progressivement, on a été très proche au niveau de la performance, et après sur chaque compétition on jouait du chrono, et jusqu'au moment où j'ai pu passer devant lui, quoi. À ce moment-là, donc t'es champion du monde en 81. Qu'est-ce qui fait que tu continues? Parce que pour certains que j'ai interviewés, quand ils deviennent champions du monde une fois, après ils sont plus trop motivés. Disons que moi, au niveau social, j'avais fait le nécessaire. Disons que j'avais une situation. J'étais prof de gym. En 82, j'étais prof de gym, donc j'avais un poste aménagé pour que je puisse m'entraîner. Donc j'étais dans un collège à Vichy, donc je faisais un mi-temps de prof. Et voilà, donc je pouvais énormément m'entraîner. Donc ça m'a permis déjà de continuer. Et puis après, j'ai postulé pour des postes au niveau de jeunesse et sport. Et j'ai continué, voilà, en tant qu'entraîneur ou en tant que conseiller technique. T'es devenu entraîneur à partir de quelle année? En 83. Ah ouais, donc très très rapidement. Oui, assez rapidement, oui. Donc j'étais entraîneur des équipes de France Espoir. Et j'étais aussi responsable du centre d'entraînement et de formation à Lyon. Donc là, tu formais tes futurs concurrents, en fait. Oui, effectivement. J'ai formé la génération des gens qui ont performé de suite après. Donc j'ai formé les Antoine Gotchi, qui a eu un parcours professionnel exceptionnel. Yves Masson, Philippe Graille, et plein de sportifs qu'on a retrouvés après dans les palmarès dans les championnats suivants. C'est marrant de se dire qu'on entraîne ceux qui vont nous battre, non? Oui, mais mon statut était comme ça, c'est-à-dire que je pouvais à la fois faire du haut niveau et former des jeunes. Donc effectivement, à un certain moment, on voit progresser les gens, et voilà. Jusqu'au moment où ils m'ont poussé de la... Mais bon, j'ai quand même fait 17 ans en équipe de France, donc j'ai eu une longévité assez importante. À ce moment-là, en 83, donc tu changes carrément de carrière professionnelle en devenant entraîneur. C'était un choix de ta part? C'était un choix contraint forcé, parce que en fait en 83 j'ai fait une très mauvaise saison. En fait, c'était pratiquement la première année où je pouvais faire que de l'entraînement, et j'en avais fait beaucoup trop. J'avais fait surtout beaucoup trop de ski de fond cette année-là, et on était passé à travers les championnats du monde. On n'avait pas le bateau qu'il fallait par rapport à la rivière qu'on avait à faire. J'étais dans une mauvaise forme physique, et donc on m'a dit écoute, t'as pas le choix, soit tu retournes dans le scolaire à Vichy, soit tu vas démarrer un centre d'entraînement à Lyon. Et donc j'avais choisi d'aller démarrer un centre d'entraînement à Lyon et de continuer à faire du haut niveau. Est-ce qu'à ce moment-là tu faisais déjà des compétitions de ski de fond aussi? Je faisais des compétitions de ski de fond. L'hiver, je faisais des compétitions l'hiver. Peut-être ça m'a nui d'ailleurs, parce que les efforts fournis pendant l'hiver, c'est à la fois ça doit être bénéfique sur le plan physiologique, mais vu la quantité que j'en faisais, c'était donc je courais après la neige, puisque en habitant en Vichy, c'était pas la meilleure situation pour faire du ski de fond, mais je me déplaçais régulièrement dans les Alpes pour pouvoir aller trouver de la neige et m'entraîner. Ça correspondait à quoi une semaine de ski de fond pour toi? C'était tous les jours plusieurs séances? Ah oui, c'était... Comme en bateau? Oui, c'est ça. C'était aux alentours de 250-300 km dans la semaine, oui. Ok, donc tous les jours tu... Oui, c'était déjà... un gros... Mais est-ce que tu as pris goût après au fait d'entraîner? C'est un peu, ça a toujours été un peu ma vocation professionnelle. C'est-à-dire que je suis vraiment un passionné, et j'ai toujours eu une très grande motivation pour entraîner les gens. Voilà, à tout niveau, de la formation, je dirais initiale, jusqu'à amener certains des sportifs que j'avais formés dès le début, de les amener jusqu'au championnat du monde. Tu disais tout à l'heure que justement l'année où t'as pas trop performé, c'était 83, parce que t'avais que ça à penser. Oui. On aurait tendance à penser que si tu n'as que ça à faire, tu vas plus performer.
Qu'est-ce qui fait pour toi que t'as pas performé Bah, je crois que pour performer à la fois, il faut pas dépasser non plus un certain seuil, un seuil de dépenses énergétiques. Quand on est cramé, on performe plus parce que en fait il y a une fatigue générale qui s'instaure et on n'est pas performant. Et je pense que quand on a quand même un minimum d'occupation, on a d'autant plus de motivation à l'entraînement. C'est-à-dire que quand on a que ça à faire, c'est un petit peu ça devient comme du travail, quoi. Donc on n'a pas la motivation que quand on a une occupation dans la journée où on a vraiment envie, parce qu'on sait que les autres ils y ont été s'entraîner, on a vraiment envie d'aller se surpasser à l'entraînement et de faire d'aller un peu plus loin que quand on est un peu sur une démarche un peu routinière. Ouais, où ça devient la norme banale presque. Voilà, c'est ça. Au début, l'entraînement en descente, c'était que de faire des rivières. Je crois que toi, t'as fait beaucoup aussi d'eau plate. T'as apporté ce truc-là qui n'existait pas vraiment auparavant. C'est ça. On a apporté de la rigueur dans l'entraînement avec une grosse préparation déjà sur l'eau calme. Voilà, donc en bateau de descente, voire en hiver en bateau de vitesse. Et puis d'introduire aussi un gros travail en musculation, pouvoir être beaucoup plus avoir une musculature plus importante que quand on n'en fait pas, quoi. Tu sentais que ça t'aidait la musculation justement sur l'eau? Oui, parce que au niveau transmission, de faire de la musculation, le renforcement, le gainage, etc. C'est quand même très très important dans la performance du haut niveau. Comment on quantifiait ces progrès à l'époque, parce qu'il n'y avait pas trop d'outils technologiques. Tu sais, nous maintenant, on a les montres, on regarde les kilomètres heure, on peut voir même la fréquence cardiaque au poignet, bon, c'est plus ou moins fiable, mais comment on faisait à l'époque pour savoir qu'on progressait, à part les compétitions? On avait déjà tout ça. C'est-à-dire qu'en 81, on avait déjà des cardiofréquencemètres. Bon, certes, c'était des appareils qui étaient plus ou moins artisanaux, mais on avait déjà, moi en 81, j'avais déjà un cardiofréquencemètre. On connaissait ça. Bon, de suite après, on a eu les GPS, donc on arrivait à voir la vitesse et on avait déjà, je dirais que dès les années 80, on avait aussi, au niveau matériel, on avait les matériaux qui existent maintenant, les bateaux composites, carbone, époxy, sous vide, etc. On avait déjà tout ça. On avait même des bateaux qui étaient beaucoup plus sophistiqués puisqu'on n'avait pas de normes de poids. Donc on avait quand même. Pourquoi il y a eu des normes de poids justement après? Parce que c'était un peu la course à l'armement, c'est-à-dire que l'idéal c'était d'avoir le bateau le plus léger possible et le plus solide possible. Et donc les constructeurs, c'était quand même une course à l'armement, d'aller chercher les matériaux les plus sophistiqués de l'époque. Bon, Kevlar, carbone, époxy, sous vide, enfin toute la panoplie, mais bon, sauf que on essayait de gagner le moindre gramme pour que les bateaux soient le plus légers possible, quoi. Et donc là, on était arrivé à un moment où entre la rigidité du bateau et la solidité, on avait des bateaux qui étaient beaucoup trop fragiles et qui coûtaient beaucoup trop cher, quoi. C'est ce que j'allais dire, ça coûtait très cher un bateau à cette époque-là? Oui, si on voulait un super bateau? Proportionnellement, c'était très cher et puis c'était pas accessible pour tout le monde non plus. C'est-à-dire que il y avait les meilleurs qui pouvaient avoir un bateau hyper sophistiqué et puis après derrière, les gens alors que maintenant, tout le monde peut accéder au summum de ce qui existe. Si tu veux prendre le même bateau que Maxime Beaumont, ouais. Il suffit de le commander, de le payer, voilà. Après de l'utiliser, c'est c'est autre chose, oui. Mais à l'époque, donc, c'était pas c'était très artisanal et la sophistication n'était pas ouverte à tout le monde.
À ton époque, j'ai l'impression que c'était aussi un peu plus artisanal la fabrication de bateaux, dans le sens où on pouvait construire son propre bateau. Oui, il y avait les équipes de France qui avaient des bateaux construits par des constructeurs, et puis derrière, il y avait les compétiteurs qui se construisaient leurs bateaux avec un moule au sein du club. Et voilà, ils achetaient la matière et puis ils construisaient le moule, ils se faisaient le bateau, mais bon, toujours avec un décalage de plusieurs mois ou plusieurs années par rapport au modèle qui sortait, quoi. C'est-à-dire quand il y avait un modèle qui sortait, le temps qu'il y ait des moules de fait et que ça se répercute après au niveau des compétiteurs en France, il y avait quand même déjà un laps de temps qui faisait que les meilleurs accédaient à des bateaux que n'avait pas tout le monde. Est-ce qu'en descente, il faut un bateau différent en fonction de la rivière? Alors à l'époque, oui, parce qu'on avait des bateaux qui étaient quand même dessinés essentiellement pour répondre aux caractéristiques d'une rivière en particulier, la rivière des Chapelles du Bond. Donc en fonction des caractéristiques de la rivière, on avait un bateau qui était fait pour, et des bateaux qui étaient faits pour certaines rivières ne correspondaient pas aux bateaux qu'il aurait fallu pour d'autres rivières. Il fallait combien de bateaux alors? Il en fallait plusieurs. Il en fallait plusieurs, il fallait faire évoluer les formes. Est-ce qu'on changeait de pagaie aussi en fonction du bateau qu'on avait? Les pagaies, pas trop, mais non, le bateau énormément, oui. Même maintenant, maintenant il y a des bateaux qui sont plus faits pour aller sur des rivières un peu calmes, et puis des bateaux qui sont plus faits pour aller sur des rivières alpestres, où c'est pas tout à fait. Mais bon, je pense que les différences étaient pareilles, quoi. Comment on était encadré à ton époque? Est-ce que c'est comme maintenant où il y a, quand on est en équipe de France, il y a un kiné, un préparateur mental, un préparateur physique, plusieurs coachs? C'était comme ça déjà? Oui, dans les années 80, on était accompagné par des personnes qui nous apportaient chacun dans leur domaine quelque chose. On avait les kinés, on avait le médecin, on avait le préparateur physique, ou en 87, j'avais un sophrologue qui m'avait suivi toute l'année. On avait déjà un accompagnement pour performer. Et au jour le jour, comment ça se passait? Est-ce que tu as été dans un groupe d'entraînement, un club? Alors moi, je me suis beaucoup entraîné seul. J'ai jamais été vraiment dans une structure dans lequel je pouvais progresser, et je me suis essentiellement entraîné seul. Là où j'ai beaucoup progressé, c'est quand ma période où j'étais à l'INSEP, donc en 78-79, où j'étais en contact avec les gens de la course en ligne de l'époque, avec Alain Lebas, Patrick Le Foulon, enfin toute cette génération. Et là, j'avais énormément progressé au contact dans le groupe et au contact du groupe. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu changerais justement avec le recul, plutôt que t'entraîner seul, t'entraîner dans un groupe tout le temps? Je sais pas si maintenant quelqu'un qui s'entraîne seul peut émerger à haut niveau. Je suis pas sûr il faille pas rentrer quand même dans le système, être accompagné pour pouvoir performer. Je pense que à mon époque c'était possible. Moi j'ai bénéficié que des conseils éclairé de gens que j'ai côtoyés, dont mes adversaires directs, qui m'apportaient. Alors des fois c'était a posteriori, parce qu'on arrivait à comparer nos stratégies de course, mais après course, en disant voilà, j'ai fait un début de parcours comme ça pour que tu puisses réagir, et après je savais que t'allais machin. Donc on avait des stratégies qu'on pouvait comparer, qui permettaient qui nous permettaient de progresser. Moi, j'ai eu des programmes d'entraînement, et je m'en cache pas, qui étaient faits par mon adversaire principal, qui était sur sa fin de carrière, mais qui était fait par Jean-Pierre Burny, qui était le champion belge. Et il m'a fait des programmes d'entraînement que je suivais. Voilà, on a une relation d'amitié qui a fait que on a été adversaires sur l'eau, mais on a toujours conservé une amitié immense. Et justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu as eu des entraîneurs qui t'ont vraiment suivi au fil des ans?
j'ai eu des entraîneurs qui m'ont accompagné dans mon parcours, qui ont pu me permettre de faire des championnats dans de très bonnes conditions. Bon, je pense à René Trégaro, Marc Moulin, Michel Baudry, des gens qui m'ont qui m'ont accompagné dans mon parcours et que je remercie d'ailleurs. Et mais qui m'ont pas apporté d'éléments, des éléments soit techniques, soit au niveau de la préparation physique, ils m'ont pas apporté les éléments qu'il aurait fallu qu'on m'apporte, quoi. Moi, j'ai été les chercher, les éléments d'entraînement, bon, soit avec un préparateur physique pour la musculation, soit avec au niveau technique, avec d'autres compétiteurs avec qui j'avais des relations, quoi. Voilà, c'est pareil, on parlait un peu de l'évolution technique. Toi, t'as vu plein de formes de bateaux différentes en descente qui ont évolué. Les pagaies, pareil, c'était pagaies plates, après c'est passé pagaies creuses. Comment est-ce qu'on allait de plus en plus vite avec toutes ces évolutions? Alors, j'ai pas vu l'évolution des kayaks. J'ai fait évoluer le matériel. J'ai participé à l'élaboration de 6 kayaks dans ma carrière. Donc avec plusieurs constructeurs, hein, donc avec Marc et Gilbert Guillard. Avec Gilbert Guillard pour pratiquement l'ensemble de ma carrière sportive, et puis après en fin de carrière avec la société Prijon qui est en Allemagne. Donc j'ai énormément travaillé pour adapter le kayak qu'il me fallait par rapport à mes objectifs de performance. Et donc d'essayer de trouver le bateau qui permettait permettait d'aller plus vite et puis de répondre aux caractéristiques de la rivière, quoi. Est-ce que des fois tu t'es trompé, que t'allais moins vite? On s'est trompé parfois, oui. En 83 on s'est complètement loupé. On avait un bateau qui était pas suffisamment volumineux, voilà. On s'est complètement planté. L'ensemble de l'équipe de France s'est planté parce que on avait fait un choix. Après on peut être amené à se planter aussi quand on part d'une idée personnelle et qu'on fait évoluer un matériel, mais qu'on n'a pas le même que les autres. Alors soit c'est le coup gagnant, ouais, soit c'est le coup perdant. Avec l'analyse de ma carrière sportive, je pense que l'idéal, c'est quand même de choisir par rapport à tout ce qui existe, c'est de choisir le meilleur compromis. C'est-à-dire d'essayer plusieurs bateaux, plusieurs pagaies, et puis de choisir ce qui correspond le mieux à ce qu'on a besoin. J'ai l'impression que dans le milieu du kayak, c'est assez difficile de pouvoir essayer plein de bateaux, plein de pagaies différentes. Du moins en course en ligne, que c'est pas si accessible que ça. Non, je pense que les gens qui performent à haut niveau, ils ont une très bonne écoute au niveau de l'ensemble des constructeurs. Je pense pas qu'il y ait un seul constructeur qui se détourne d'un compétiteur qui a envie d'essayer un bateau. Non, je pense que ça c'est bon. Alors c'est peut-être pas vulgarisé pour tous les compétiteurs, mais je pense que sur la scène internationale, quand il y a un compétiteur qui veut essayer un bateau, je crois qu'il y a quand même pas de difficulté, quoi. Et est-ce qu'au niveau des pagaies, tu as participé aussi à leur évolution? Sur les pagaies, non, j'ai plus utilisé ce qui existait et qui correspondait bien à ce que je recherchais, mais j'ai pas vraiment fait évoluer les pagaies. J'ai beaucoup testé, mais j'ai pas fait évoluer en tant que évolution, de toucher à la forme d'une pagaie, vraiment la modifier, faire un moule et puis faire des pièces pour pouvoir les essayer. J'ai beaucoup fait évoluer les bateaux. Alors là, du plastique, j'en ai fait énormément, hein, donc rechercher donc des évolutions de forme, à partir de préformes qui, voilà. Là, j'ai vraiment œuvré beaucoup dans ma carrière. Tu as connu les pagaies plates et les pagaies creuses. Est-ce que tu as remarqué qu'on allait plus vite avec une pagaie creuse quand elles sont arrivées? En descente, l'adaptation de la pagaie creuse a été assez longue parce que les premières pagaies creuses, donc les pagaies qu'on appelait wing, c'est des pagaies qui nécessitaient une gestuelle vraiment spécifique. Et l'adaptation en rivière était pas vraiment évidente, hein. La gestuelle était difficile à
difficile à recréer en bateau de descente. C'était vraiment très très difficile de pouvoir les utiliser. Et entre autres, ça ne permettait pas de travailler de donner de l'orientation au bateau dans la propulsion. Donc les premières pagaies creuses, ça a été assez difficile. On a commencé à utiliser les pagaies creuses quand les premiers Rasmussen sont arrivés, où on a pu vraiment les adapter en surface surtout. On a pu les adapter à la descente de rivière. Et est-ce qu'on règle sa pagaie de descente comme une pagaie de course en ligne? Plus ou moins, oui, sauf bon les dimensions, les surfaces sont pas les mêmes, mais oui, effectivement. On a une surface plus petite? On a une surface beaucoup plus petite parce que on va beaucoup plus vite sur une descente. Il y a des changements de rythme. Il y a et puis il y a surtout la composante direction dans la propulsion qui est prégnante. Donc on est toujours en train de diriger son bateau, lui donner de l'orientation pour pouvoir aller dans la trajectoire qu'on souhaite. Et là, bon, c'est des surfaces quand même qui sont vraiment inférieures à celles qui sont utilisées en course en ligne. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ta retraite en descente? Suite à une non-sélection à Boec, en 91, je crois. Donc je me suis fait sortir de l'équipe et là c'était par les jeunes que tu entraînais. Oui, tout à fait. Donc il y avait. Est-ce que c'était quand même une réussite finalement de voir les jeunes que tu avais entraînés? À la fois c'est une suite logique. De toute façon, j'avais fait je sais pas combien, 16 années d'équipe de France. J'avais fait 7 championnats du monde. C'était une fin inévitable de toute façon. Ça aurait été pas là, ça aurait été là 2 ans plus tard. Donc non, c'est. Et est-ce que parallèlement à la fin de ta carrière en descente, tu t'es plus investi dans ton métier d'entraîneur? J'étais conseiller technique, donc voilà. Après, Tu étais toujours à Lyon? Non, j'étais revenu sur l'Auvergne. Je m'étais investi au début sur un centre d'entraînement qui était à la fois sur Vichy et sur Cournon d'Auvergne. Non, après j'ai travaillé normalement comme tous les conseillers techniques en France. Et donc tu passais d'un rythme d'entraînement à 3 fois par jour ou 2 fois par jour pour performer à ta prise de retraite où tu t'entraînais d'un coup beaucoup moins? Bien sûr, oui, tout à fait. Et comment tu l'as vécu ça alors? Comme le vivent tous les sportifs qui finissent leur carrière, quoi. Bon, après il faut faire le deuil de sa pratique de haut niveau pour faire une pratique normale. Est-ce que tu t'es trouvé un nouvel objectif rapidement? Après je me suis un peu investi sur les activités de marathon qui me changeaient un petit peu d'environnement, qui était plus facile de mise en œuvre aussi. Donc au niveau de l'entraînement, c'était beaucoup plus facile. C'était l'eau plate que tu aimais? Voilà, c'était aussi l'eau plate et puis l'utilisation d'un bateau qui glisse, que j'aime bien, voilà. Donc c'était une reconversion un peu naturelle. Puis les efforts longs, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc est-ce que tu as performé rapidement en marathon? Performer je dirais pas performer au niveau international, j'ai pas performé, j'ai fait 2 fois 22e au championnat du monde, donc je peux pas dire que j'ai performé au niveau international en marathon, en senior. Après je me suis fait plaisir en marathon, c'était déjà pas mal. La première fois que tu as mis tes fesses dans un bateau de marathon, est-ce que tu as été perturbé par la gestion de l'équilibre? Non, parce que c'est la pratique de la course en ligne, j'en ai fait depuis longtemps. Après, j'ai jamais été un foudre d'équilibre en bateau de course en ligne, mais je me débrouillais bien. Bon, après, on arrivait quand même à utiliser le bateau de marathon sur la descente de l'Ardèche. Voilà. Okay. Donc, et pas trop fragile? On avait des bateaux adaptés pour. Hein. Je veux dire, le bateau de 8 kilos, si tu cognes, il est mort? Oui, mais bon, après, c'est un peu pour performer, il faut aussi prendre des risques. Est-ce qu'à ce moment-là, toi qui entraînais la descente, tu décides d'aller entraîner le marathon? Pas de suite. J'ai fait un passage d'abord par de la course en ligne avec une expérience, une super expérience avec l'encadrement d'un
d'un équipage qui était hyper performant, Pascal Boucherie et Philippe Bocara. Donc je les ai entraînés en 91 et 92 pour les Jeux de Barcelone. Voilà, c'était une super expérience humaine et une super un super moment passé avec deux sportifs que j'adore. Voilà. Et puis je suis toujours resté un peu dans cet environnement course en ligne, marathon par la suite. Qu'est-ce que tu faisais comme travail à ce moment-là, une fois j'étais conseiller technique. Conseiller technique. Et donc tu avais en charge justement des entraînements. Ça consistait en quoi ton travail de tous les jours? Le conseiller technique, il s'occupe quand même du développement du canoë-kayak en règle générale dans une région. Moi, j'étais plus orienté quand même sur la formation des jeunes et l'entraînement des jeunes pour qu'ils performent. T'as eu des champions, des personnes qui sont devenues championnes en marathon après, par la suite? En marathon, non. J'en ai eu en descente. Et le dernier en date, c'est Félix Bouvet, qui est encore en pleine activité. Et puis Paul Jean aussi, qui performe et en descente et en course en ligne. Voilà, donc c'est les derniers jeunes pour lesquels j'ai eu une intervention quand ils étaient jeunes, voilà. Aujourd'hui, je vois que tu navigues toujours beaucoup, 2 fois par jour. Est-ce que c'est ton rythme en fait depuis tes débuts en fait? Non, ici à Aiguebelette, donc c'est un site qui est quand même exceptionnel, donc c'est l'occasion de pouvoir naviguer le plus possible. Non, en principe, je ne navigue qu'une seule fois par jour. Et puis ce qui est à mon âge n'est déjà pas si mal. Donc tant que je pourrais le faire, je le ferai. T'as fait combien d'années de compète en marathon? J'ai fait 2 championnats du monde en marathon, en senior. Et puis après, j'ai fait des championnats des coupes du monde en marathon en master. Voilà, donc c'est assez irrégulier, mais quand c'était possible, quoi, au niveau professionnel. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je suis à la retraite. Pas vraiment? Professionnellement, oui, je suis à la retraite. Et après, j'ai quand même une grosse activité sportive encore. Et puis, je m'intéresse toujours à ce qui se passe au niveau national, puisque j'ai une responsabilité au niveau de la commission nationale course en ligne, avec une responsabilité sur plutôt la partie marathon et le développement de la short race, qui est une spécialité qui plaît beaucoup aux jeunes, qui est très dynamique et qui est en voie de développement au niveau national, comme ce qui se fait au niveau international. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des chances qu'un jour la short race soit intégrée officiellement à la course en ligne? Là, pour l'instant, elle est gérée par la commission course en ligne marathon, hein, donc c'est la commission course en ligne qui gère cette spécialité. Et je pense que ça va continuer comme ça. De toute façon, il y a une interrelation entre la course en ligne et le marathon, voire la short race. C'est que pour performer en marathon, il faut être hyper rapide. Il faut avoir une vitesse de pointe énorme et donc il faut faire de la course en ligne, quoi. Donc il y a une interrelation entre les 2 disciplines qui est nécessaire. Comment on s'entraîne pour performer au marathon? Est-ce que ça ressemble à l'entraînement de la descente avec est-ce que c'est les mêmes séances sur l'eau plate? Non, je pense que c'est assez similaire à la course en ligne. Hein, c'est assez similaire à ce que ferait un miller. Donc non, c'est pas, il n'y a pas de similitude avec la descente. Il y a une similitude plutôt avec les activités de course en ligne et puis une similitude avec les courses de fond. La short race, c'est quoi? C'est 3,4 km? C'est moins de 4 km. Moins de 4 km avec 2 portages. Avec 2 portages. Donc voilà. En fait, c'est des boucles. C'est une petite boucle, voilà. C'est une petite boucle de 1000 mètres. Et puis, mais c'est très dynamique, c'est très visuel. Il y a beaucoup de phénomènes de course qui font que ça intéresse beaucoup le public. Le public voit toujours la course dans son ensemble. Alors qu'en marathon, quand on fait des courses, des boucles de 4 km,
ça dure assez longtemps, alors que là c'est très dynamique, ça dure pas très longtemps, et je pense c'est une discipline en voie de développement. C'est là où je voulais t'emmener. Justement, on voit là que pour les Jeux de Paris, par exemple, en course en ligne, il y a le 200 mètres qui a été supprimé. On voit qu'ils ont rajouté, je crois, le kayak extrême. Est-ce que la short race pourrait être une prochaine épreuve? Est-ce que toi, tu penses que ça pourrait l'être, ou comment tu vois l'évolution en fait du kayak au niveau olympique Je sais pas si il y a eu une tentative d'essayer d'introduire le marathon donc sur les Jeux mondiaux qui sont l'antichambre de l'olympisme des disciplines. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on est en train de rajouter une spécialité dans le programme des Jeux olympiques. Mais bon, au niveau de l'animation, surtout de la formation des jeunes, je crois que la short race a toute sa place. C'est-à-dire que les prérequis et les acquisitions pour pouvoir performer en course en ligne, je pense que au travers de la short race, on a une spécialité qui va nous permettre d'intéresser les jeunes et de les former. C'est-à-dire que toutes les phases de course que sont les prises de vagues, débarquement, tout ce qui les stratégies tactiques et tout, c'est à mon avis c'est très formateur au niveau des jeunes, et je pense que ça peut participer à la formation du pagayeur en général dans sa formation globale, et pour qu'il puisse performer par la suite soit en course en ligne, soit en marathon. Justement, j'ai une question sur un peu la formation quand t'es jeune. Il y a un peu deux courants de pensée. Il y en a un qui dit qu'il faut faire un peu toutes les activités du kayak, donc de l'eau vive, du slalom, de la descente, de la course en ligne, pour performer plus tard. Et d'autres qui disent non, en fait tu choisis. En gros, tu fais qu'une seule discipline ou presque pour performer plus tard. Quel est ton avis sur la question? Je crois que il y a des pays qui se posent pas la question. C'est vrai. Et qui forment très tôt les gens et qui spécialisent les gens très tôt. Bon, effectivement, une formation un peu polyvalente, ça peut permettre une formation un peu plus complète peut-être, mais il faut une spécialisation à mon avis en France plus précoce, avec des bateaux adaptés. Et il y a des pays comme la Hongrie où ils se posent pas la question de savoir s'ils vont faire de la descente, du kayak polo, du slalom. Ils font de la course en ligne, et puis ils performent au très haut niveau après. Donc je pense que nous on peut faire peut-être un mixte, c'est-à-dire effectivement dans le parcours de formation d'un jeune, qu'il aborde des pratiques de slalom ou de descente ou d'autres activités, ça peut participer à sa formation globale, mais faut pas que ce soit un objectif. Il faut se concentrer plus sur les prérequis qui permettent de performer après. On le voit bien chez les jeunes, il y a des pays qui forment et puis qui ont des très bonnes performances au niveau des jeunes, et ça se retrouve après au niveau des seniors. C'est vrai que j'ai essayé un bateau de slalom donc la semaine dernière, et donc j'ai vu ça tournait, au début tu fais un tour sur toi-même et j'ai l'impression justement il n'y a pas trop de transfert avec la course en ligne avec l'eau plate, dans le sens où c'est vraiment pas du tout le même geste. J'ai l'impression que c'était vraiment différent, alors qu'en descente a priori il y a plus de transfert. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui fait de la descente et de la course en ligne, et de l'autre côté quelqu'un qui fait que du slalom? Oui, mais bon, pour performer il sera obligé de se spécialiser, et alors parfois le passage le passage de la descente à la course en ligne, il peut être plus ou moins long, mais on a quand même des exemples de champions français qui ont fait les deux disciplines et qui ont performé au plus haut niveau. Arnaud Ibois, on en a plein des champions, Boris Saunier, on a plein d'exemples
de gens qui ont été hyper forts au niveau international en descente et puis qui sont passés après et qui sont vraiment spécialisés quand même. Hein. Ils n'ont pas papillonné d'une activité à l'autre, ils ont quand même fait un choix et en plusieurs années après ils ont été capables d'être très performants. Bon, il y a un autre exemple, c'est Max Hoff. Il était champion du monde en descente. Bon voilà, il s'est reconverti à la course en ligne. Et là, il est encore là pour les jeux, comme tu as vu. Il est encore là pour les jeux, mais bon, ils se sont quand même vraiment spécialisés après à certains moments de leur carrière. Ils ont vraiment, ils ont vraiment fait une bascule et ils papillonnent pas d'une activité à l'autre parce que bon, c'est pas évident quand même. Est-ce que toi, tu as fait de la descente une fois que tu avais arrêté? Non, enfin, depuis 2004, j'ai pratiquement pas fait de descente. J'ai été blessé plusieurs fois, donc bon là, je touche du bois. Voilà, je me porte bien, donc pour l'instant, donc je. Qu'est-ce que tu as eu comme blessure? Bah les épaules, hein, les tendons des épaules qu'on un peu reçu, donc. Tu me disais que tu as une épaule qui a été opérée 2 fois? Oui, parce que ça a lâché 2 fois? Ça a lâché 2 fois, oui. Ouais. Ok. Une fois, bon, ça avait pas tenu, ou j'avais peut-être repris trop vite, trop fort, je sais pas. Et donc ça avait pas tenu, donc le chirurgien était obligé de refaire son travail. Et depuis ça va? Depuis ça va pas trop mal. Oui. Et tu n'as rien eu d'autre comme douleur avec la pratique du kayak depuis toutes ces années? Je pense par exemple au dos, tu en as beaucoup. En course en ligne, comme il y a pas mal de rotations qui se font mal au dos. Non, au dos, j'ai pas de problème pour l'instant. Donc non, j'ai eu des problèmes qu'aux épaules. Et puis ce qui se traduit aussi par un problème au biceps. J'ai plus de le biceps, donc j'ai le biceps de Popeye, donc j'ai plus de long biceps. Ah, t'as plus de long biceps? Ils ont enlevé le long biceps? Ouais, j'ai à chaque fois la greffe du long biceps n'a pas marché, donc. Il n'y en a pas tenu? Non. Ok. Et est-ce que ça tienne pour le kayak? Non, pas du tout. J'allais dire, parce que comme on a le bras de devant, normalement c'est plus le court biceps qui joue. Non, j'ai pas du tout de séquelles par rapport à ça. Ça me gêne ni pour faire de la musculation, ni, enfin bon, après je tire pas dessus non plus, mais. Tu fais toujours de la musculation aujourd'hui? Cette année avec la Covid, pas trop, non, mais d'habitude j'essaye d'en faire régulièrement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais aussi encore pas mal de PPG, mais tout ce qui est course à pied, vélo? Course à pied pas trop parce que c'est pas trop c'est pas l'activité que je préfère, mais je fais beaucoup de vélo, oui. Dès que je peux, je fais du vélo, du VTT ou du vélo de route, et puis l'hiver du ski de fond. Voilà, ma passion me pousse toujours à aller chercher la neige et aller et faire le maximum que je puisse faire chaque année. Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Bien me porter, me faire plaisir, voilà. Là, tu prépares les championnats de France de marathon encore? Je vais essayer de les faire, oui, mais bon, c'est pour le plaisir, hein, sans recherche de performance particulière, mais c'est essayer de me faire plaisir, d'être en compétition et puis mais bon, moi maintenant ma motivation c'est de faire du sport, voilà, d'être dans le plaisir, voilà. Bon, un beau plan d'eau comme ici avec Belette et puis avec un groupe d'amis et puis se tirer la bourre. Puis voilà. On essaye de te suivre, c'est pas encore facile. J'ai vu hier que t'avançais bien. Aujourd'hui, donc tu disais que tu étais à la commission nationale de course en ligne. Là, tu milites pas mal pour la short race. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu essayes de pousser un peu en avant? Après, j'ai animé un groupe de travail pour réfléchir un peu comment on pouvait l'introduire, sachant que bon, les calendriers sont assez chargés maintenant, donc de savoir comment on pouvait arriver à proposer aux compétiteurs ce type ce format de course. Voilà, donc j'espère que dans l'année qui vient, on arrivera à proposer 1 ou 2 événements chaque année pour que les gens ils aillent sur ce format de course qui permet à des compétiteurs qui font de la course en ligne sans une préparation vraiment particulière de pouvoir aller sur un format qui est séduisant, quoi. J'avais quelques dernières questions. Si tu devais modifier quelque chose dans ton entraînement que tu as fait auparavant et que tu penses qu'il t'a peut-être pas fait du bien, est-ce que tu changerais quelque chose dans ta manière de t'entraîner? Est-ce que tu en ferais moins? Est-ce que tu en ferais plus? Est-ce que tu ferais des choses différemment?
a posteriori? C'est toujours plus facile à dire. Ah ouais, la question est assez difficile. Je pense que chaque année, on a un potentiel à dépenser, un potentiel motivation. Et que quand ce potentiel, il a été utilisé, ben, je pense qu'on a une motivation qui se dégrade et on performe moins. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à bien planifier ses activités pour arriver au summum de sa motivation au bon moment. C'est-à-dire que quand on a une motivation qui commence à se dégrader parce qu'on est un peu fatigué, on a consommé un peu trop de son potentiel. Je crois on n'est pas aussi performant que quand on a vraiment au summum de sa motivation au bon moment, quoi. Il y a une question un peu dans le même ordre d'idée. Si tu pouvais te donner un conseil à ton toi de 25 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? À qui? À toi quand tu avais 25 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Moins en faire. Moins en faire parce que bon, parfois peut-être que j'en avais fait un petit peu trop, et garder un peu d'énergie, pour autre chose. Mais est-ce que ça aurait été possible? Est-ce que tu te serais écouté? Parce que finalement, t'aimes bien en faire beaucoup. C'est ta nature. Bah après, puisque t'as lu Danger Zone, t'as dû voir un passage où se dit que en fait, je suis pas sûr que le sport de haut niveau ça soit bon pour la santé. Ouais. Mais je m'en fous. Ce que je veux, c'est être le meilleur, quoi. Donc, je crois que quand on veut être le meilleur, il faut être dans son truc et puis faire le maximum dans tous les domaines pour pouvoir être pour pouvoir ne pas avoir regretté. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as un regret dans ta carrière? Non, pas du tout. Non, j'ai fait une belle carrière. Pour mon âge, je suis encore à peu près valide. Donc non, j'ai encore quelques. Je suis bien l'actualité. Je suis quand même bien au point. Sur l'évolution du matériel, etc. Donc moi je regrette rien. J'ai fait une super carrière sportive, une super carrière professionnelle aussi. T'es à la retraite depuis quand, au fait? Depuis 1er avril 2019. Ah, ça fait déjà 2 ans alors? Oui, c'est ça, oui. Ah, ça fait 2 ans que t'es à la retraite? Ouais. Et puis je découvre toujours des choses nouvelles et tout. Ça reste. Est-ce qu'il y a des sources d'informations, des livres, des documentaires, des films qui t'ont influencé, qui t'ont aidé, que tu pourrais recommander? Je sens qu'en kayak, il n'y a pas grand-chose, mais peut-être dans d'autres sports qui t'ont influencé ou... Il y a quand même des publications qui restent des publications qui restent intéressantes. Il y avait une publication de Christophe Rouffet sur la course en ligne qui reste d'actualité, Qui s'appelle? T'as encore le nom? Les 9. Ah, c'était le DVD je te disais, que j'ai pas réussi à retrouver. Voilà. Donc non, il y a quand même des publications, mais bon, peut-être que maintenant il faudrait se pencher sur la question et sortir un peu d'un environnement un peu culturel pour faire progresser plus vite les jeunes, pour qu'ils puissent s'approprier des choses un peu plus vite. Tu vois, comme j'interviewe beaucoup d'athlètes, t'en as beaucoup qui font des stages à l'étranger, mais une fois qu'ils sont déjà sportifs de haut niveau, qui sont un peu, pas fin de carrière, mais on va dire milieu de carrière, est-ce qu'une idée, ça pourrait pas être de faire des stages à l'étranger un peu plus tôt, par exemple, avec d'autres équipes, d'autres athlètes, d'autres pays? Il faut avoir un peu un esprit d'ouverture. Alors, pour les sportifs de très haut niveau, c'est vrai d'aller se frotter à d'autres sportifs du même niveau avec des approches qui peuvent avoir des approches un peu différentes. Je pense que c'est très intéressant et je pense que c'est même nécessaire, quoi. Changer un peu d'environnement et puis parfois aussi faire avoir des périodes un peu choc pour franchir des paliers au niveau de sa pratique. Pour conclure, c'est ma question habituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaiterais entendre dans ce podcast?
Oui, bien sûr. Hein, et, voilà. Tu peux me dire plusieurs noms, hein, comme ça il n'y a pas de jaloux. Qui peuvent avoir des approches qui peuvent apporter. Voilà, qui peuvent ouvrir un peu l'esprit aussi sur différentes thématiques pour aider toujours à mieux performer. On va dire ça comme ça. Je sais pas, peut-être pas forcément des gens de haut niveau, des gens qui sont eux à la recherche de ce qu'il leur faudrait pour performer. Peut-être aller chercher quelqu'un, mais. Est-ce que tu as des noms? Non, pas forcément, mais aller chercher quelqu'un qui baigne dans le système, qui trouve pas vraiment ça. Qui lui manque le petit truc, voilà, qui cherche. Ce qu'il lui faudrait. On voit des fois des athlètes qui sont aux portes de l'équipe de France, qui essayent et je vois. Et qui trouvent pas forcément leur voie. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que le haut niveau, il y a quelque chose de naturel qui se fait ou qui se fait pas, tu vois. J'ai l'impression que tu parlais d'envie, l'envie de s'entraîner, la motivation, tout ça. J'ai l'impression que le haut niveau, des fois, quand tu questionnes, moi qui questionne beaucoup d'athlètes et même hors antenne, des fois je peux poser une question et la personne ne sait pas me répondre en fait. Tu vois, je dis comment tu mets ta main par exemple sur la paillette. Pour la personne c'est naturel, tu vois. Alors moi je vais dire comment tu mets ta main ou alors que effectivement ceux qui sont pas qui ont peut-être un peu des galères à monter en niveau se posent ces questions-là. Crois que pour un sportif l'idéal c'est de trouver une ressource humaine qui soit qui ait vraiment de l'expérience de l'activité. Donc soit en descente, soit en course en ligne, mais qui ait une connaissance du haut niveau et mais qui est capable de planifier les choses. Voilà, toute planification a ses bienfaits, sa logique et voilà, c'est d'arriver à trouver quelqu'un de très compétent. Voilà. Après, je sais qu'il y a des sportifs, ils trouvent pas forcément cette personne facilement, et que peut-être il faut les aider à aller chercher cette personne à un endroit et aller chercher les compétences là où elles sont, quoi. Et on sait qu'en France, il y a des entraîneurs qui produisent qui forment très bien des jeunes. Hein. Je pense à Michael Ortu à Auxerre, à Nicolas Lambert au Gros du Roi, enfin des gens aux entraîneurs de Strasbourg, de Mulhouse. Donc on voit bien que il y a des endroits où ça produit, et je pense que il faut qu'il y ait des jeunes qui soient orientés vers ces entraîneurs-là pour progresser et sortir peut-être la logique un peu club et plutôt une logique compétence. Et super, ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder, Claude? Non, parce que c'est je sais pas, après je sais pas si ça passe bien ce que je dis, mais bon. Voilà. Si, je pense que ça passe bien. Et super, merci encore de ton temps. On va se reposer une petite dizaine de minutes et après on pourra se préparer doucement pour aller sur l'eau. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.